Il était un homme clé du pouvoir de Joseph Kabila, son ancien directeur de cabinet, ancien coordonnateur du FCC, sa plateforme politique. Aujourd'hui encore, il reste l'un de ses plus proches collaborateurs. À un an de la présidentielle, il publie un livre pour défendre le bilan de l'ancien président congolais. Néhémie Moulania, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Alors, vous publiez aux éditions L'Harmattan ce livre, La République démocratique du Congo, sous Joseph Kabila, devoir de mémoire, 361 pages, pour dire votre vérité, pour réhabiliter 18 ans de la présidence de Joseph Kabila. Pour vous, quels sont les 3 principaux points positifs de son bilan ? Mais écoutez, je crois que l'action de Joseph Kabila est inscrite dans le contexte où il a accédé à la magistrature suprême. Il a trouvé un pays dévasté par la guerre, divisé à près de 4 morceaux. Et donc, l'économie du pays était par terre, évidemment. Ne parlons pas de la situation sociale des Congolais. Ils étaient voués à l'errance pratiquement. Et donc, c'est ce pays qu'il a pris en main. Et vous pouvez imaginer, son premier objectif était de pouvoir les réunifier. Et il l'a fait, pas seul, il l'a fait avec l'aide de tous les Congolais, et particulièrement aussi la classe politique. Et je pense que son deuxième objectif, c'était de relancer le processus de démocratisation du pays qui était en panne depuis des lustres. Déjà, nous sortions de 32 ans de dictature du maréchal Mobutu et de près de 7 ans d'une transition qui ne finissait pas de commencer. Et il a donc relancé le processus de démocratisation en terminant la transition et en veillant à ce qui est l'adoption d'une constitution qui est en vigueur aujourd'hui, qui a permis la mise en place des institutions actuelles. Alors, c'est un devoir de mémoire, dites-vous. Alors, Joseph Kabila s'est retiré d'une vie politique active depuis 2018, mais il est toujours vivant. Pourquoi le besoin d'accomplir un devoir de mémoire, et en particulier aujourd'hui ? Oui, je pense qu'il faut participer d'abord à la reconstitution de la mémoire collective, mais également rétablir la vérité. Vous savez, tout n'a pas été que rose, il y a eu des faiblesses par-ci, par-là. Il faut souligner des grands accomplissements. Si j'ai parlé tout à l'heure de la réunification, je pouvais tout autant parler de la relance de l'économie, la croissance jusqu'à frôler les 2 chiffres. Et pourquoi pas, n'est-ce pas, c'est cette question sécuritaire importante qu'il a su stabiliser dans le pays. On ne peut donc pas ne pas parler de tous ces accomplissements. Alors, je vous posais la question, pourquoi maintenant ? La présidentielle en RDC est prévue pour l'année prochaine et ces dernières semaines, on a observé une activité intense du clan Kabila. L'ancienne première dame a rassemblé les foules dans un stade à Kélémy le 8 mars. Elle a visité également le cardinal Ambongo, autorité religieuse de l'Église catholique en RDC. Maintenant, il y a ce livre qui est préfacé par Joseph Kabila lui-même, dont on sait qu'il a le verbe rare. Est-ce que ça veut dire qu'à un an de la présidentielle, de votre côté, la campagne est lancée ? Pas forcément. Et pour parler de la campagne, il faut évoquer le processus électoral. Vous savez que c'est un processus qui est très mal engagé aujourd'hui. Les juges électoraux, la CENI, n'est-ce pas, au premier niveau, et au second degré, la Cour constitutionnelle, vous savez qu'ils sont contestés, en tout cas par ma famille politique. Et pour le reste, on a l'impression que le pouvoir joue au fait accompli. Alors effectivement, on aura l'occasion de reparler peut-être de la constitution de la CENI, la Cour de la Commission électorale nationale indépendante, mais plusieurs activités, je disais politiques, de la sœur de M. Kabila, de la femme de M. Kabila, des conseillers de M. Kabila. Est-ce que dans cette présidentielle qui est prévue pour l'an prochain, Joseph Kabila pourrait être candidat ? Est-ce qu'il le souhaite ? Joseph Kabila a joué le jeu de la démocratie pour l'avoir réhabilité jusqu'au bout. Il a permis l'alternance pacifique, même si on en entend des dividendes, mais en même temps, en quittant le pouvoir à 47 ans, il est resté un acteur politique majeur et il a une famille politique.
avec laquelle il faudra compter dans toutes les échéances à venir. Et donc, à 50 ans, je crois qu'il n'a pas pris sa retraite. Est-il que, pour le moment, il travaille à solidifier sa famille, à la faire sortir la crise de croissance qu'elle a subie un peu et ne donnez pas une autre appréciation à tout ce à quoi vous assistez. C'est un peu de vivacité à toute sa famille politique. Vous ne répondez pas tout à fait à la question. Est-ce que vous savez s'il souhaite revenir aux affaires en tant que président de la République ou pas? Est-ce qu'il peut se porter candidat à cette présidentielle l'an prochain? Ce qui est sûr, c'est que rien ne l'interdit. Mais est-il que le moment venu, avec sa famille politique, évidemment, lui-même devra se décider et ensuite, démocratiquement, au sein de sa famille politique, des options seront levées. Mais tout cela, ça serait dans le cadre d'un processus électoral corrigé parce que pour le moment, il est totalement biaisé et nous ne nous voyons pas, n'est-ce pas, poursuivre notre action dans ce cadre-là, à moins qu'il y ait des correctifs tout à fait évidents. Alors peut-être en quelques mots, tout de même, l'ancien président Kabila et sa famille sont accusés par une vaste enquête de médias internationaux et d'ONG, enquête sortie en novembre et intitulée Hold Up, accusés d'avoir détourné au moins 138 millions de dollars des caisses de l'État. Une information judiciaire a été ouverte à Kinshasa à son encontre. Est-ce qu'il lui est encore possible, est-ce qu'il est encore en position, lui ou n'importe quel autre membre de sa famille, de prétendre à la magistrature suprême en RDC, selon vous? Mais vous le savez bien qu'il ne s'agissait que des allégations non prouvées à ces jours. Du reste, et la banque qui était mise en cause elle-même, elle a initié une action judiciaire aussi contre les lanceurs d'alerte, en même temps que Joseph Kabila lui-même, par ses avocats, s'était prononcé également pour réfuter toutes ces allégations. Vous savez, on n'en était pas à toute première allégation. On avait déjà parlé des Panama Papers, une série d'allégations de ces mêmes lanceurs d'alerte dont vous savez que la légitimité est tout à fait douteuse. Alors, je disais tout à l'heure que la présidentielle, c'est pour 2023, normalement, parce que tout de même, hier, 62 ONG congolaises et étrangères ont exprimé leurs inquiétudes sur la préparation des élections, sur la tenue du calendrier. Apparemment, il y aurait un retard de 12 mois déjà, selon elles. Est-ce que votre formation politique accepterait qu'il y ait un glissement, c'est-à-dire que les élections soient repoussées si rien n'est prêt pour faire des élections plus tard, des élections plus crédibles? Mais nous vous l'avons dit, nous contestons ce processus parce qu'il y a une démarche du fait accompli. Est-ce que vous accepteriez ce glissement? Nous ne pouvons pas l'accepter, bien sûr, puisque la première exigence, elle est constitutionnelle, c'est le respect des délais. Ensuite, il faut rétablir la confiance, et la confiance, ça induit aussi le consensus qui est totalement absent de ce processus. Dans ce cas de comment garantir la crédibilité des élections, comment en même temps garantir leur inclusivité, comment enfin garantir les résultats, l'acceptation des résultats par toutes les parties prenantes. Et je pense que c'est comme ça qu'on a l'impression que finalement on pense beaucoup au pouvoir, mais sans penser à l'avenir du pays. Parce que nous avons eu des précédents processus électoraux avec des fortunes diverses, mais qui ont eu le mérite chaque fois de mettre des institutions en place. Mais là, il faudrait quand même penser aussi à la stabilité du pays après les élections. À ce sujet, justement, l'an dernier, votre formation politique a intégré le Bloc patriotique, coalition politique avec les chrétiens laïcs, avec la coalition Lamouka. Alors, Martin Fayoulou, candidat de Lamouka à la dernière présidentielle, a été un adversaire acharné de Joseph Kabila. Aujourd'hui, vous êtes ensemble dans la même coalition politique. Est-ce que ça veut dire que cette alliance peut aller jusqu'à une alliance politique en vue de la présidentielle en 2023? Est-ce que vous pourriez soutenir un candidat issu de votre coalition commune? Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, nous avons un agenda commun.
cet agenda, c'est d'avoir un processus électoral crédible, conforme à la Constitution, mais aussi qui pourra assurer, n'est-ce pas, une légitimité certaine aux institutions, aux animateurs qui en seront issus. Agenda commun, ça veut dire éventuellement candidat commun? L'histoire nous le dira. Mais pour l'instant, nous souhaitons d'abord travailler à la mise en place d'un processus électoral crédible, avec une institution comme la CENI totalement indépendante, évidemment pour garantir des résultats qui pourront être acceptés par tous et qui seront, n'est-ce pas, les garants de la stabilité du pays. Alors peut-être une dernière question. Avant cette alliance que vous avez nouée avec la Mouka, vous aviez noué une alliance avec CASH, la coalition pro-Tshisekedi, 6 mois après l'investiture de Tshisekedi. Votre formation politique, celle de Joseph Kabila donc, et celle de Félix Tshisekedi, avait un accord de coalition pour la formation d'un gouvernement. Le texte de cet accord n'a jamais été publié jusqu'à ce qu'il soit dénoncé par Félix Tshisekedi. Je vous pose la question de façon directe. Est-ce que ce texte prévoyait un accord d'alternance entre vos deux formations politiques, d'alternance au pouvoir, entre la formation politique de Félix Tshisekedi et celle de Joseph Kabila? Mais pour nous, c'est un accord qui a été dénoncé unilatéralement et donc c'est du passé. Mais ce qui est certain, c'est que cette coalition a été imposée par le peuple congolais lui-même, qui avait donné la majorité parlementaire à notre famille politique. Et donc, ce qui s'est passé par la suite, évidemment, c'est un détournement de la majorité. Accord dénoncé, mais est-ce qu'il prévoyait une alternance entre vos deux formations politiques? Un détournement de la majorité qui frise même un coup d'État institutionnel. Et vous savez, cela ne pouvait pas rester sans conséquence. Nous avons une histoire douloureuse de détournement des majorités depuis 1960 dans notre pays. Je note qu'on ne connaîtra pas la teneur de ce texte. Merci beaucoup, Néhémie Mouilania Wilonja, ancien directeur de cabinet du président congolais Joseph Kabila. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.